Donc maintenant, on va parler musique. Ma chronique était en fait en deux parties. Dans l'Angleterre médiévale tardive, la musique politique ne se limitait pas à un simple divertissement, mais constituait un vecteur d'expression de légitimité dynastique, d'affirmation identitaire, de mobilisation populaire. Donc, finalement, la musique fait suite à la poésie, hein. Les deux sont intrinsèquement liés. Le médium musical permet de diffuser plus largement et plus efficacement les messages politiques grâce à son impact émotionnel et mémoriel. Au XVe siècle, la musique participe aux cérémonies officielles, couronnements, parades, à des rituels religieux, aux événements publics, renforçant la présence symbolique à la fois d'un côté des maisons de Lancastre et de l'autre côté des maisons de York. Les pièces instrumentales, souvent jouées par des ménestrels attachés au cour royal, accompagnaient des chants à texte poétique porteurs, comme on les a vus, de messages dynastiques clairs. L'étude des manuscrits musicaux, notamment le Sloan Manuscript, 2593, révèle une prédilection pour des formes musicales à répétition, telles que la rondeau ou la ballade. La structure cyclique de ces formes, avec des refrains et des reprises, facilite la mémorisation de la répétition en milieu populaire. Par exemple, le rondeau suit un schéma simple, et vous allez voir, je vais vous le répéter. A, B, A, petit B, A, petit B, A, B, et etc. On recommence. Ça forme un cercle de l'enfer, sonore, évoquant la pérennité du pouvoir revendiqué. Au niveau mélodique, on va observer une prédominance de modes religieux, doriens, yidiens, qui confèrent une aura sacrée aux airs, renforçant la dimension divine du droit au trône. Les textes poétiques étaient souvent conçus pour être chantés, la musique amplifiant la portée du message en touchant les émotions. Dans l'Angleterre médiévale tardive, les ménestrels, jongleurs, autres troubadours itinérants sont bien plus que de simples artistes. Ils constituent un réseau de diffusion essentiel pour les messages politiques portés, ainsi donc, par de la musique. Leur rôle transcende la sphère artistique pour devenir un instrument de propagande, capable de mobiliser et d'influencer les esprits dans des lieux variés, foires, marchés, tavernes, mais aussi cours princières. Chaque instrument employé porte une charge symbolique spécifique dans le contexte politique. Par exemple, la harpe est traditionnellement associée à la royauté, notamment dans la culture anglaise et galloise, où elle incarne l'harmonie divine et la continuité du pouvoir. Le choix d'une harpe pour accompagner un chant dynastique n'est donc jamais neutre. Il inscrit la performance dans un registre sacré et légitime. La vielle, elle, est un instrument populaire, mais également doté d'une grande expressivité. Sa sonorité nasale continue d'évoquer la persistance du message sous caractère presque hypnotique, favorisant la mémorisation du texte chanté. Dans plusieurs traités médiévaux, la vielle est également perçue comme un vecteur d'émotion profonde, capable de susciter l'empathie envers le sujet du chant. La cornemuse, quant à elle, avec son souffle continu, symbolise quant à elle la vigueur et la constante, une image politique de force et de détermination adaptée aux revendications dynastiques des maisons de Lancastre et d'York. L'importance des ménestrels tient également de leur capacité d'adaptation. Ils modifient parfois les textes et les mélodies en fonction du public, introduisant des variantes dialectales, des accents régionaux ou même des modifications dans le contenu pour mieux convaincre. Cette plasticité assure la pérennité et la pertinence du message politique. Par exemple, un chant yorkiste pouvant être légèrement modifié en cornouaille pour intégrer des références locales favoriserait alors son appropriation collective par les locaux. La musique ne se contente pas de transmettre un message, elle le fait littéralement vivre. Dans la guerre des deux roses, la performativité de la musique, donc l'acte de jouer et de chanter, est au cœur de la construction politique. La répétition des refrains, les mélodies cycliques, les rythmes cadencés agissent sur une mémoire auditive, inscrivant les paroles dans l'inconscient collectif. Ce procédé fonctionne comme une sorte d'incantation politique répétée lors des fêtes, des assemblées, des entrées royales. Cette répétition fait écho à la notion médiévale d'oratio performative, où le discours, en se prononçant, accomplit une action. La musique n'est plus simplement un véhicule, mais un acte qui légitime et affirme le pouvoir. La musique médiévale politique va donc utiliser fréquemment, d'une part, l'anaphore mélodique, où une phrase musicale est répétée au début de plusieurs vers, renforçant l'idée répétée et donnant un effet hypnotique. Le mélisme, c'est-à-dire l'allongement d'une syllabe sur plusieurs notes, qui va accentuer certaines notions clés. L'alternance rythmique entre passages plus lents et plus vite, jouant sur la dynamique émotionnelle, créant ainsi des moments de tension et de relâchement qui captivent l'auditoire. Les cérémonies dynastiques, couronnements, proclamations funérailles sont systématiquement accompagnées de musique, choisie avec soin pour sa capacité à marquer l'importance de l'événement. Le recours au mode religieux dans les mélodies, on a dit tout à l'heure, un dorien, phrygien, ionien, etc., confère une dimension sacrée à ces actes. La musique devient alors un langage transcendantal, faisant passer le message que le pouvoir revendiqué est d'ordre divin, ce qui fondamentalement, dans la construction de la légitimité politique, ce qui est fondamental dans la construction de la légitimité politique de cette époque.
La performance publique crée ainsi un pacte émotionnel entre souverains et peuple, renforçant l'adhésion par la célébration collective. Alors là, vous dites sûrement, oh là là, il blablate quand même pas mal, alors qu'il est là pour nous parler de poésie et de musique, il fait pas bien l'accent du anglais moyen. Où est-ce qu'ils sont les bignoux? Nous, on veut de la zikmu. Alors, j'ai envie de vous dire, oui, très chers auditeurs et très chers amis chroniqueurs, j'aurais aimé pouvoir vous passer de belles ballades de la guerre des deux roses. Seulement, voilà, le problème, c'est que, il nous reste plus grand-chose, en fait. Quand je dis qu'il nous reste plus grand-chose, c'est que déjà, le peu de trucs qu'on retrouve, c'est pas forcément toujours adapté par des gens. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tricher, ouvertement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer des extraits musicaux qui n'ont pas grand-chose à voir en réalité avec la guerre des deux roses, mais qui peuvent potentiellement s'en rapprocher. Et on va ensemble essayer de voir si ces musiques, dans leur rythmique, dans leur mélodie, etc., sont plus des musiques qui sont liées à de la légitimation du pouvoir via la religion, à de la harpe de cour, à un chant de guerre, à un chant de paysans, etc., etc. Donc on va en voir plusieurs. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, sachant que bon, moi j'ai pas non plus passé 10 000 ans d'études, donc en fait on va analyser ça ensemble. Hein. Et là tout d'un coup, crash, Ouais, j'étais tout crash content total. et puis il m'a dit non. Ok, alors, j'espère que vous êtes prêts, je vais donc couper les chants de la madame. Allez, je vous passe un premier extrait, c'est parti. Wouh! Pas mal, non? Ah bah ça, c'est Stéphanie de Monaco, ça, je le reconnais. Il s'agit de Agincourt Carol et c'est une English medieval song. Stéphanie de Monaco. Donc du coup, c'est une chanson de quoi plutôt pour vous à votre avis? Une chanson anglaise. Alors c'est une chanson anglaise, ouais, mais du coup ça vous évoque quoi? Plutôt quelque chose de C'est une chanson. ouais, plutôt populaire effectivement. Populaire Ah, à la ça, limite c'est plutôt presque du populaire. du guerrier hein, aussi. Donc on voit bien que toujours ces rythmes qui sont très lancinants, toujours voilà, on martèle, on est sur du binaire. Hein. De toute façon, bon, à cette époque-là, la valse ça n'existe pas. Hein. Le ternaire, je suis pas sûr que ça existe trop. Mais on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de la marche, quoi. Et là, limite, on les verrait presque soulever leur chopine de temps en temps. Alors, bien évidemment, il ne faut pas considérer que l'instrumentum qui est au fond est en lien vraiment avec ce qui se faisait à l'époque. Là, j'ai essayé de choper des groupes qui sont au plus proche de ce qui pouvait se faire, mais ça n'est pas non plus 100% la réalité, bien sûr. Hein. Allez, au revoir les cocos. Oui, si, je reconnais ça. C'est la chanson pour la ficule de Louis XIV. C'est du fait, c'est la Face A Pale. Et c'est ici joué par Capilla Flamenca. Donc là, on est plutôt sur une ambiance type danse de cour, quoi, en fait. Hein. Très clairement, 15e, truc comme ça au 15e, il y en a partout. Hein. Donc c'est très des chœurs, des instruments tout doux en fond, etc. Ça donne envie de faire une petite danse, on fait des petites courbettes comme ça, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est loin de la crasse des pauvres. Ah, on n'est pas chez les gueux. Voilà, ici, c'est hein. ça. Là, on est au bon endroit, quoi. Il y a de la viande à manger, Voilà. du vin à boire. Ah, j'adore le mépris de classe. Oh oui, tu es beau, même dans les pays pauvres. Cette chanson-là, je trouve qu'elle elle illustre bien le côté de cyclique. Vous avez vu, même si c'est pas toujours les mêmes phrases qu'elles sortent, c'est toujours la même boucle. Constamment. Et au bout d'un moment, ça donne envie de chanter hein, aussi. Et ça reste en tête. Alors du coup, pour autant que ce soit un truc ultra politique, genre Henri VII c'est le plus fort répété en boucle, bah forcément au bout d'un moment, vous allez finir par y croire.
Donc, très pratique. Na, 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 na. Hop. Alors ça, c'est Sumer is incumen in. J'ai un peu plus de mal avec celle-là, je ne saurais pas trop comment la classer. On est sur un truc qui est assez dynamique. Ça fait pas non plus très court, mais ça fait pas non plus très taverne non plus, quoi. Ah, ça fait plus court que Je taverne. pense que ça fait plus court que taverne, mais on est quand même toujours dans ce truc très répétitif. Ouais. Toujours répétitif tout le temps. Mais oui, ça fait plus court que taverne, parce que j'imagine mal des... Enfin, en tout cas, dans la caricature de la taverne, ça fait pas très taverne. Mais après, j'imagine bien des gens travailler, chanter ça aussi quand même, tu vois, en canon. Par Ou alors exemple. de la taverne de marchands riches, quoi. Oui, Je sais bien pas. sûr. Mais dans l'idée, un chœur d'hommes comme ça qui chanterait un truc en boucle, en bossant par exemple le chant, ça me choquerait pas. Pas forcément en latin, bien évidemment, mais dans une ambiance plus anglaise, pouilleuse, ça marcherait bien, je pense. Ouais. C'est- De quoi? Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est très prout-prout quand même. Oui, mais ça, c'est Ouais, parce je que sais c'est pas. les chanteurs Moi, qui sont prout-prout. moi, ça me fait plus un effet prout-prout, mais. Non, ils sont pas nuls, moi Ah, j'adore, mais c'est c'est eux très qui joli. sont nuls, il Mais, fallait le dire. mais je sais pas, c'est pour ça que je suis un peu limite. Je pense que les deux peuvent se tenir là-dessus. Alors que le suivant, vous allez voir. Tout à l'heure, on parlait de légitimation du pouvoir par un aspect divin. Et c'est vrai que ces différents chants-là, c'est des chants qui sont complètement religieux, en fait. Hein. Religieux. Voilà, là, Ouais. on est vraiment sur... moi, j'imagine un couronnement à l'église, quoi. Oui, On clairement. est vraiment sur cette ambiance-là, quoi. Soit dit en passant, C'est clair. ces messieurs chantent extrêmement bien, je trouve. Voilà. C'est un album qui s'appelle Le Chant des Templiers. Et là, c'est la chanson Responsorium Benedicta Nos Deus. Amen. Amen. Très jolie musique aussi. Mm. Donc là, on retrouve la harpe, comme tout à l'heure. Donc si on se base sur ce que j'ai dit, on serait plutôt sur une ambiance de cour avec un ménestrel qui chanterait un truc à un noble quelconque, quoi. Ouais. Ça s'appelle Fortune My Foe. Et ça a été écrit par un mec anonyme. En tout cas, le texte est anonyme. Les chanteurs, je me souviens plus de qui c'est. On se croirait dans The Witcher avec cette chanson. Un peu, oui. Et enfin, un petit bonus. C'est joli, hein. Pour le moment, c'est de la harpe, donc on est plutôt sur un truc de noblesse. Noblesse galloise, par exemple. Cette chanson s'appelle Margaredig. Un nom un peu bizarre. Mais- Oui, Margarita. On est sur une chanson bretonne. Parce que oui, pendant que je vous laisse Madame en fond, je refais un petit laïus sur la Bretagne parce que j'en ai parlé au début, donc je vois pas pourquoi je continuerai pas à en parler. Ce que vous entendez, c'est un guerdziu. C'est pas juste des simples chants populaires, mais c'est des vecteurs d'une mémoire collective, portés par une tradition orale très ancienne. Leur rôle dépasse la sphère esthétique. Ils sont un moyen d'inscrire la Bretagne dans un espace politique et culturel spécifique, affirmant sa singularité face aux puissances étrangères, françaises et anglaises.
Je vais la baisser un peu quand même, la madame. Alors ça peut pas être breton, il n'y a pas de bignou, ça. C'est impossible. Mensonge. Mensonge. On aurait menti. Les guerdziu, c'est des petits chants très simples, sans biniou, avec parfois un petit instrumentum derrière, mais souvent plutôt lancinant. En ça, ils peuvent se rapprocher de certains chants irlandais. Je vous renvoie d'ailleurs à ma chronique sur la musique celtique, où vous aurez plein d'informations intéressantes. En fait, les guerdziu racontent souvent des épisodes de conflits, d'injustice, de figures héroïques, renforçant l'image d'une Bretagne résistante et fière. Dans le contexte de la guerre des Deux Roses, ce rôle est crucial car il façonne un récit commun aux Bretons, consolidant leur soutien au duc François II et par extension à son alliance avec la maison Lancastre. Par exemple, on a la Guertz de Jean de Montfort, qui célèbre la fidélité du duc et la permanence de son autorité malgré les pressions extérieures. Alors, j'aurais envie de vous la lire en breton, mais bon, vous savez quoi, je tente. Jean Mab Montfort a vo égal a ed ar bretzel e vo en aur en drug calon e chom epfon et marche gant glavar andor. Ce qui veut dire Jean, fils de Montfort, fut courageux. Tout au long de la guerre, il fut dans la tourmente, dans le malheur, il resta sans espoir et chevaucha un cheval sous une pluie battante. On a un passage donc qui évoque la bravoure, la dureté de la guerre pour Jean de Montfort avec des images fortes, pluie, cheval, malheur, etc. Vous entendez derrière ce ton mélancolique typique des guerdziu qui vont donc mêler à la fois une histoire émouvante avec un instrumentum et une voix émouvante. Les guerdziu sont typiquement chantés dans des modes anciens, souvent le mode dorien ou éolien qui se caractérise par une ambiance, comme je disais, mélancolique, douloureuse, parfaitement adaptée à l'évocation donc des combats et de pertes. Cette modalité contraste avec la musique majeure joyeuse qui, elle, renforce l'effet dramatique et émotionnel. Contrairement aux structures régulières des chansons plus savantes, les guerdziu adoptent donc des rythmes asymétriques, avec des mesures irrégulières qui suivent la prosodie du texte, plutôt que des temps stricts. Cette souplesse permet aux chanteurs d'adapter la mélodie à l'émotion et au message, ce qui est crucial dans une tradition orale où la communication émotionnelle prime. La voix, comme vous l'entendez, est le principal instrument, souvent accompagné d'instruments simples comme une vieille laroue, une bombarde ou une petite harpe. L'ornementation vocale, notamment les mélismes sur certaines syllabes clés, accentue la forte expressivité et la symbolique du chant. L'importance des guerdziu comme support de résistance symbolique peut se comprendre à la lumière des théories anthropologiques sur la musique comme mémoire performative. En chantant ces ballades, les Bretons maintiennent en vie le récit politique, créent un lien générationnel et affirment une identité historique. La cour bretonne accueille des musiciens qui jouent aussi bien des instruments traditionnels, vielle, bombarde, chélémique, que des instruments d'origine plus classique ou savante comme la harpe, la flûte douce, la vieille à roue, etc., etc., etc. Ces instruments sont souvent joués ensemble dans des ensembles hybrides qui mélangent les styles. Dans les styles qu'on peut retrouver à la cour de Bretagne, on a les polyphonies franco-flamandes qui ont été importées de la France, des Pays-Bas bourguignons. C'est une polyphonie à plusieurs voix qui influence les compositions de la cour bretonne et donne naissance à des œuvres plus complexes. On a les ballades anglaises, bien évidemment, et on a aussi, du coup, différents instruments, comme je l'ai dit, qui viennent d'un peu partout. La musique hybride bretonne pendant la guerre des Deux Roses incarne une diplomatie symbolique qui dépasse la parole officielle. En mêlant style, langue et instruments, elle construit un espace politique et culturel partagé avec l'Angleterre, renforçant ainsi l'alliance contre les forces françaises. Cette dynamique témoigne d'une sophistication politique où l'art devient un outil de légitimation du pouvoir, comme d'habitude. Les échanges entre Bretagne et Angleterre ne se limitent pas à des alliances militaires ou matrimoniales, mais passent aussi par une circulation artistique riche et complexe. Poètes bretons, comme Méchineau, jonglent avec le latin, le français, le breton, tandis que des poèmes anglais intègrent parfois des références à la Bretagne et à son rôle politique, en employant un anglais moyen teinté d'archaïsme pour renforcer la solennité. Des mélodies bretonnes étaient adaptées à des paroles anglaises et inversement, ce qui témoigne d'une volonté de créer un langage artistique commun. Ces adaptations renforcent les liens politiques, offrant un moyen de communication symbolique partagé, accessible à différentes audiences. Poésie et musique sont des technologies de pouvoir. Elles permettent de diffuser des discours légitimant un pouvoir, mobilisant des populations, incarnant des idéaux et une histoire commune. En mettant en avant la vertu, la fidélité, la résistance, les œuvres artistiques justifient le droit de François II à gouverner et à sa légitimité dans l'alliance avec Lancastre. Par leur portée orale et leur accessibilité, ces formes artistiques touchent un large public,
allant de la noblesse aux populations rurales, créant un consensus culturel favorable. La répartition des motifs poétiques et musicaux dans différents territoires contribue donc à l'enracinement d'un récit commun, essentiel dans une époque où les identités politiques étaient encore fortement liées à la mémoire orale et aux symboles. En bref, donc, la musique politique durant la guerre des Deux Roses est un système complexe mêlant symbolique linguistique, structure musicale, codifiée et pratiques sociales concrètes. Par l'usage réfléchi des instruments et le réseau stratégique des ménestrels, ainsi que la puissance émotionnelle des performances, la musique se révèle être une arme politique essentielle, capable de mobiliser les masses, légitimer les pouvoirs, inscrire les luttes dynastiques dans l'imaginaire collectif. Cette approche intégrée, mêlant philologie, musicologie et histoire politique, ouvre alors un champ d'études riche et peu exploré qui renouvelle profondément notre compréhension des conflits médiévaux. Et c'est donc sur ça qu'on s'arrêtera aujourd'hui. Oh, bah, c'est super intéressant. Ça vous a plu? Ouais. Ouais. J'en ai chié, hein, putain. Bah écoute, le résultat est là. Merci beaucoup. Donc désolé, hein, des certains moments où j'ai pas trop vulgarisé certains termes musicaux, je vous invite bien évidemment à aller les googler par vous-même de votre côté pour essayer de mieux comprendre de ce dont on parle. Je vous invite également bien évidemment à aller voir les différentes autres chroniques qu'on a pu faire sur de la musique, notamment la musique celtique, la musique savante aussi, etc., pour mieux comprendre un peu comment tout ça se fonctionne. Et moi, ça m'a beaucoup plu de faire un truc un peu sur la mêlant musique et histoire, parce que c'est deux trucs que j'aime beaucoup, l'histoire, la musique, et aussi la guerre, comme quoi tout peut être lié. La guerre! Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.